Bonjour, nous allons vous présenter le TP22 qui s'intitule Interférence lumineuse, qui est donc notre troisième TP sur ce format et qu'on a réalisé le 21 mars dernier. L'objectif de ce TP, c'est donc d'explorer différents dispositifs qui vont permettre d'observer et d'analyser les interférences lumineuses qui mettent en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Donc on a commencé par l'expérience des fentes de Young, un montage dans lequel on va disposer d'un écran, d'une source lumineuse et d'une fente et qui va produire des franges d'interfranges, des franges d'interférence, pardon, bien définies et sur lesquelles Jules reviendra. Ensuite, on a étudié les fentes multiples où la variation du nombre de fentes en fait, va modifier la figure que l'on va observer. On étudiera donc cette variation et on la confrontera à une simulation Python. Et on a également observé ensuite les interférences produites par un CD qui agit finalement comme un réseau de diffraction. Et enfin, on a étudié l'influence de l'angle d'incidence de la lumière sur ces phénomènes d'interférence afin de comprendre comment l'orientation du laser pouvait influencer la figure d'interférence. La première expérience que nous allons effectuer constitue à l'expérience des fentes Young. Donc pour cela, on va se munir de deux fentes et d'un laser, car si on utilisait deux lasers, on n'aurait que des interférences, mais pas de diffraction. Car en effet, dans ce montage, les fentes sont assez peu larges pour qu'on ait à la fois un phénomène de diffraction lié à une fente simple et un phénomène d'interférence lié au fait qu'il y ait deux fentes différentes. Donc, on va faire passer le laser à travers nos deux fentes et on va pouvoir observer la figure, l'image qui apparaît sur notre écran grâce à un logiciel. Sur ce logiciel, on va d'abord mesurer la différence entre deux des pics extrêmement fins que l'on voit sur notre image. Ces pics-là sont tous de même largeur, donc cela correspond aux différentes, à la figure des interférences. Et donc, on mesure la distance entre ces deux pics, on mesure la distance entre 6 pics qu'on réduit à 1 pour avoir le minimum d'incertitude. Et on trouve, grâce à notre relation qui relie l'interfrange avec la mesure qu'on a mesurée, on retrouve donc une distance entre les deux fentes de 4,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. Donc, une fois qu'on avait mesuré l'interfrange, qui correspond donc à la distance entre les fentes, on a voulu en savoir plus sur la largeur de ces fentes, notamment grâce à la figure de diffraction. Donc, on a mesuré la tâche centrale qui correspond à deux fois une petite tâche simple dans une figure de diffraction. Avec ça, on a pu en déterminer le paramètre B qui vaut donc 5,4 fois 10 moins 5 mètres. Juste deux petits mots sur les incertitudes. Donc à chaque fois, on a utilisé la formule de propagation des incertitudes. Par exemple, pour l'interfrange, on avait un intervalle de certitude donc avec la souris de 65 micromètres. Donc après, il faut diviser par racine de 3 pour trouver l'incertitude. La formule de propagation, donc on faisait U de A est égal à fois la racine de toutes les incertitudes sur la valeur, sachant on avait également une incertitude autour de grand D, puisqu'on avait un mètre et que le 1 mètre c'était à la règle. Donc on avait une précision, une incertitude de 0,5 cm sur racine de 3. Donc c'est des valeurs qui correspondent parce qu'on a une grande diffraction et que la, la distance séparant les deux fentes est plus élevée que la largeur de chaque fente. La deuxième expérience que l'on va effectuer est celle des fentes multiples, donc dans lesquelles on va se munir de, de plaques avec différents nombres de fentes, donc 3, 4, 6 et 14 fentes. On va faire passer notre rayon laser, juste notre laser, à travers ces fentes et on observera la figure qu'on va observer sur notre écran, qui devrait en principe à la fois faire apparaître des interférences, des figures d'interférence et des figures de diffraction. Et on va comparer notre résultat qu'on trouve expérimentalement sur l'écran avec une simulation qu'on retrouve en Python. Donc pour les fentes multiples, on a observé plusieurs figures d'interférence de diffraction qui sont assez différentes en fonction du nombre de fentes qu'on a introduit. Comme on va le voir, lorsqu'on compare à la figure de la simulation Python, ben, on se rend compte que c'est assez proche de la réalité. Donc par exemple ici pour trois fentes, expérimentalement on observait une tâche centrale de diffraction donc avec dont une intensité assez importante. Et là on voit l'enchaînement des motifs, donc une plus grosse tâche suivie d'une plus petite et d'une plus grosse. Et lorsqu'on regarde à la simulation Python, bah, c'est bien ce que l'on observe. C'est-à-dire là, on reconnaît la tâche centrale de diffraction et à l'intérieur, les interférences
entre deux pics d'interférence, on observe un petit pic. Donc, c'est exactement ce qu'on observe. Et on peut reproduire la même chose pour quatre fentes. Pour quatre fentes, on observait deux petits pics entre chaque. Et le modèle expérimental est assez proche puisqu'on observait deux petits pics. Alors pour six fentes, on a observé un, 2, 3, 4 et expérimentalement également, on observait 4, même si c'est moins lisible. Alors 14 fortes, c'est beaucoup moins lisible, l'intensité était trop importante et les petits pics trop faibles pour qu'on puisse vraiment comparer. Mais globalement, on retrouve les mêmes ordres de grandeur. Donc ensuite, on s'est intéressé aux interférences d'un CD afin de déterminer son pas. Donc le montage consistait à ce que le rayon d'un laser traverse un écran percé, donc comme on peut voir sur le schéma, et que le CD, tel un réseau, en fait, va produire une figure d'interférence un peu similaire à celle qu'on avait précédemment. Et à travers cette figure, on peut déduire son pas à travers donc une prise de mesure. Donc juste à noter quelques précautions donc on a pris dans ce cas-là, mais qu'on a également pris lors des autres expériences. Donc lors de la manipulation d'un laser, il ne faut pas diriger le faisceau pardon, vers les yeux pour éviter de se brûler les yeux. Donc pour cette raison, on a mis en place des petits murets pour éviter la dispersion du laser. Et puis on a également ôté toute bague, montre, bracelet pour être à risque. Donc, juste, je me suis un peu renseigné et je me suis rendu compte que le pas d'un CD se faisait donc sur une piste physique qui est en fait constituée de petits trous et tel qu'on peut le voir sur le schéma. Et donc de cette façon, lorsque le laser en fait il va passer au niveau d'un de ces petits trous qui s'appelle une alvéole, l'onde et puis sa réflexion vont parfois être déphasées et vont pouvoir s'annuler. Donc ça va faire en fait des figures d'interférence destructives. Et cette figure d'interférence, on va pouvoir l'analyser et essayer d'en déduire le pas. Donc, Jules a mesuré 5,6 cm, donc comme on peut le voir sur la photo, entre chaque pic intensité lumineuse. Et donc, à travers la formule reliant l'interfrange au pas, on peut en déduire le pas. Donc, on trouve 1,43 fois 10-6, sachant qu'on avait, pour la formule des incertitudes, on a propagé l'incertitude qu'on avait autour de l'interfrange, qui était donc de 0,5 sur racine de 3. Et donc, on trouve U de A qui vaut 7,4 fois 10-8 mètres. Et donc, on trouve un z-score de 2,3, ce qui est légèrement supérieur à 2. Donc, en valeur théorique, j'ai pris ici 1,6 micromètre qui correspond à la largeur d'une alvéole. Et donc c'est cohérent, mais ce n'est pas compatible. La dernière étude de ce TP, c'est une étude d'un réseau donc qui correspond à une densité de fente dans une plaque. Et donc, pour ce type de système, on va observer une relation particulière entre l'angle d'incidence de notre rayon et l'angle de sortie des différents points qui vont apparaître sur notre écran. Donc, pour effectuer cette expérience, on va essayer de placer notre rayon à une distance de, pour nous, 20 centimètres de notre réseau. Puis, on va faire varier l'angle d'incidence de ce rayon-là. Et on va, pour chaque angle d'incidence différent, mesurer l'angle de sortie de chaque point différent. Donc, c'est-à-dire que sur notre image, on va observer plusieurs points qui correspondent à différents angles de sortie. Donc, un qui va correspondre à l'ordre 0, 1 à l'ordre 1 à l'ordre moins 1. Et on va mesurer la différence entre ces angles et, d'après la relation qu'on a qui correspond au réseau, on devrait avoir une relation constante entre notre angle d'incidence et notre angle de sortie pour chacun des différents modes. Mais on peut trouver, à cause de notre montage, qu'il peut y avoir de nombreuses sources d'erreurs possibles qui sont liées notamment à la précision de notre matériel qui est donc ce rapporteur et au fait que les supports aussi ne sont pas fixés sur le rail parce que sur le rail on ne pouvait pas faire varier l'angle d'incidence du rayon et que donc il y a sûrement une quantité de imprécisions possibles liées à toutes ces différences, cette non-stabilité du support. En effet, quand on a essayé de faire une régression linéaire, donc en traçant sin θ enfin sin de alpha moins sin de θ en fonction de k fois lambda, ben on n'a aucune loi qui en est ressortie. En fait, pour ajouter quelque chose, il y a une forme de régularité dans l'erreur quand on s'est rendu compte dans nos mesures. C'est-à-dire que plus l'angle était important, plus les mesures étaient incohérentes et inexploitables. Donc ça va dans le sens du fait que les il y ait plusieurs sources d'erreur, donc et peut-être l'imprécision de notre matériel et une influence notable. Donc en conclusion, ce TP nous a permis d'explorer différents phénomènes autour des interférences lumineuses.
avec des expériences assez variées comme les fentes de Young ou le CD. Et en comparant ces configurations, finalement, on comprend mieux les paramètres qui influencent les figures d'interférence, puis également leur formation, comme par exemple avec les fentes multiples.